Bonjour à tous. Un lundi politique. 2 visites ministérielles en ce moment en cours en Guadeloupe. Christelle Dubos, secrétaire d'État à la solidarité et à la santé, qui sera notre invitée en plateau à 13h. Et Annick Girardin, ministre des Outre-mer, pour présenter le plan Trajectoire Outre-mer 5.0. Et sachez que 170 millions d'euros, c'est le coût du renforcement parasismique du site du lycée de Bainbridge, où Annick Girardin, la ministre, s'est rendue ce matin. La ministre qui défend son plan Trajectoire. On en parlera également. Marlène Miraculeux-Bourgeois jette l'éponge avant même d'avoir combattu. La maire de Capesterre a choisi de ne pas se représenter en 2020. Pourquoi cette décision ? Elle sera en direct par téléphone avec nous dans ce Caraïbes 13h. Et à partir de 14h, RCI retransmet sur ses ondes en direct l'allocution du président de la République, Emmanuel Macron. Nous aurons par conséquent un journal raccourci, sans actualité nationale et internationale. Ce qui ne nous empêchera pas de parler d'un phénomène de la pop culture qui touche également la Guadeloupe. Le premier épisode, la saison 8 de Game of Thrones. Une série qui parle beaucoup de politique d'ailleurs. Même chez nous, des fans, des mordus de la série attendent avec impatience la diffusion dans le monde entier. Et puis en sport, du cyclisme et de la moto, zoom sur le championnat d'accélération qui a eu lieu à Goyave. Des machines magnifiques ont concouru. Ambiance avec Tony Gray tout à l'heure. Et puis le quintet, 14, 11, 16, le 15, le 10, ce sont les arrivées. Le 14, le 11, le 16, le 15 et le 10. Et les rapports en fin d'édition. À 13h01, je vous dis bienvenue dans ce Caraïbes 13h. Et on va commencer tout d'abord avec cette information. En bref, la dernière crèche de la famille Gabali, Enfance et Bonheur au Moule, a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre ce matin. Les 3 autres crèches de la famille l'avaient été auparavant. Les Gabali qui ont été entendus dans le cadre d'une enquête préliminaire de détournement de fonds. On y reviendra dans nos prochaines éditions. Mais tout de suite, nous accueillons Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, qui est en visite chez nous. Bonjour Christelle Dubos. Et justement, sur le dossier des crèches, est-ce que ça va faire partie, puisque vous êtes chargée par la ministre des Solidarités, de la Santé, des politiques de lutte contre la pauvreté et des politiques familiales ? Bien évidemment, dans le cadre du plan pauvreté, nous travaillons et apportons des réponses concrètes sur plein de mesures, notamment dès le premier pas, ce qu'on appelle les premiers âges, la petite enfance, et le mode de garde collectif ou individuel est bien évidemment pris en compte. Ce sont, d'un point de vue national, 30 000 places de crèches supplémentaires, mais aussi la formation des assistantes maternelles. Pour la Guadeloupe particulièrement, on sait que vous avez à peu près 2000 enfants qui sont accueillis par des assistantes maternelles indépendantes. Elles vont bénéficier d'une formation et surtout nous lançons une mesure qui a été votée dans le projet de loi de finances en début d'année et qui va permettre aux familles les plus vulnérables de ne pas faire l'avance des frais lorsqu'elles emploient une assistante maternelle indépendante. Donc c'est ce que j'appelle le tiers payant du complément mode de garde. Ces familles n'auront plus l'avance de frais à faire, elle sera directement versée par la CAF. C'est souvent un casse-tête pour les familles de trouver une crèche. Là, il y en a déjà qui ont fermé. Est-ce qu'on a une idée du besoin, du manque ? Bien sûr, on a une idée du besoin et du manque. C'est quelque chose que je travaille, que je suis de près. Je vois tout à l'heure le directeur de la CAF. Ça va être un des sujets, bien évidemment, parce que beaucoup de structures sont financées par la CAF, notamment sur du collectif. Donc c'est un point. C'est une mesure qui est prévue dans la stratégie et sur laquelle je fais le suivi. Mais il y a aussi l'apport, je dirais, financier de l'État par la CAF, puisque la CAF, c'est l'État. Donc c'est l'État qui va financer, bien évidemment. Il y a aussi des cofinancements avec les collectivités. Et les collectivités ont aussi, je dirais, leur politique à mettre en œuvre. Et on a une idée du besoin justement chiffré, combien de places il faudrait et combien il y en a en ce moment ? On est en train de faire le bilan, bien évidemment, par rapport en plus à ce que vous avez annoncé dans vos titres. Nous sommes en train de travailler. Et puis c'est surtout, est-ce qu'il faut arriver avec un nombre prédéfini ? Nous ne partons pas sur ce principe-là. Il y en a moins qu'il ne faudrait, on est exactement, bien d'accord. Mais qu'est-ce qu'il faut choisir en sachant que l'objectif de la stratégie et du plan de pauvreté, c'est vraiment partir du besoin et de travailler avec les acteurs et d'adapter les mesures en fonction du besoin. Donc vous avez des territoires, je reviens de la Martinique, où on va développer 250 places de crèches supplémentaires. Est-ce qu'en Guadeloupe, il en faut 250, un peu moins, un peu plus, ou est-ce qu'il faut plus d'individuels ? Donc c'est tout ce travail-là que l'on fait et que l'on adapte. Et on reste avec vous, puisque vous étiez en visite au centre d'accueil. Là, c'est sur un autre sujet, on est plus sur la lutte contre la précarité. Vous étiez en visite au centre d'accueil et d'écoute téléphonique pour personnes vulnérables ou en situation de précarité du SIAO 115. C'est le 115 qu'on connaît au niveau national. C'est un lieu
discret et anonyme, où les responsables d'associations qu'ils composent ont pu exposer donc à votre personne les difficultés des personnes qu'ils prennent en charge. Richard Garnier a recueilli un échange entre ces personnels et vous-même. Le public que nous avons ici, qui transite par le SIAO, qui parvient aux structures d'hébergement, est un public au profil économique extrêmement faible, avec des droits incomplets ou avec une absence de revenus, avec des jeunes de 18-25 ans qui ont des revenus très faibles ou qui n'ont pas de revenus. Et c'est là-dessus où je voulais rebondir. Dans le cadre du plan pauvreté, de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, il y a quand même des mesures qui sont phares, notamment on voit bien sur les territoires d'outre-mer, ici comme en Martinique, plus de 50% des jeunes sont au chômage, un jeune sur deux est au chômage. Et c'est dans ce cadre-là qu'avec le plan pauvreté, par exemple sur la Guadeloupe, c'est pour la formation des jeunes et des moins jeunes, c'est 88 millions d'euros qui sont apportés par l'État pour les 4 ans à venir. Dans le sens où c'est accéder à la formation qui va générer aussi derrière un accès à l'emploi, des ressources, et qui dit ressources dit bien évidemment être un peu plus solvable, je dirais, pour le propriétaire, qu'il soit propriétaire bailleur public ou privé. Alors, vous venez de faire des annonces dans le cadre de ce plan pauvreté. Donc, on ne va pas y revenir, c'est fait. Mais au niveau du bilan que vous avez pu faire, quand vous avez ces personnels qui vous parlent de leur quotidien, le 115, est-ce que déjà en Guadeloupe, les gens utilisent le 115 ? Est-ce que c'est assez connu ? Et est-ce qu'ils ont ici, le 115 local, les moyens de répondre à la demande ? Sur le 115, il est connu, il est récent et il continue à être connu. C'est un travail aussi de partenariat, il faut le souligner avec l'ensemble des acteurs, que ce soit les services sociaux du département, que ce soit les services sociaux des mairies, qui doivent aussi informer et puis aussi permettre à ces personnes de pouvoir être accueillies. Et donc, ça a été aussi la raison de ma visite d'hier sur un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, avec la visite aussi de la pension de famille. On voit bien que en Guadeloupe, vous avez, je dirais, toutes les mesures possibles sur la question d'accès ou de mise à l'abri sur le logement en fonction de la situation des gens. Mais il y a une difficulté derrière, c'est l'accès au logement durable. Et l'accès au logement durable, j'en ai discuté avec plusieurs acteurs, c'est le manque de petits logements. Pour une personne seule, on ne peut pas accéder à un logement avec 2-3 chambres. Vous avez besoin de petits logements. Mais moi, je voudrais rebondir en disant aussi, quand on parle d'emploi, c'est aussi la réhabilitation. On voit bien que dans certains quartiers de vos communes, il y a de la réhabilitation de logements à faire. Qui dit réhabilitation, dit aussi emploi, dit formation. Et ça fait, je dirais, le lien avec l'insertion professionnelle que l'on souhaite porter. Alors ça, ce sont les projets, mais sur le 115, l'ONU vient d'alerter au niveau national, la France. À l'issue d'une visite de 10 jours en France, la rapporteure spéciale de l'ONU sur le droit au logement, donc le fameux DALO, constate que de nombreuses personnes n'ont même pas accès aux services d'hébergement d'urgence les plus basiques. Le constat est sans appel, la France est coupable de violation, je cite toujours, des droits de l'homme dans sa gestion des sans-abri. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cette déclaration de l'ONU ? Tout à fait, j'ai entendu et j'ai lu une partie bien évidemment de ce rapport. C'est un sujet que nous travaillons avec Julien de Normandie, le ministre du Logement. Dans le cadre du plan pauvreté, ce sont 139 millions qui sont dédiés justement au financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale. C'est aussi l'humanisation, rendre plus humains les centres, leur permettre aussi de s'adapter. On voit bien que les centres d'hébergement étaient adaptés uniquement pour des hommes célibataires. Nous avons de plus en plus malheureusement de femmes à la rue, mais aussi des familles. Et dans le cadre du plan pauvreté, c'est le financement des maraudes mixtes qui va aller vers les familles avec des enfants à la rue. Et donc, ce que dit Julien de Normandie, le ministre dit on doit le faire avec toute l'humilité qui nous est due, mais toute la détermination. Et tant qu'il restera quelqu'un dans la rue, nous mettrons les moyens. Vous trouverez toujours l'État à ses côtés, aux côtés des acteurs. Concrètement, ça fonctionne en fait la loi DALO en Guadeloupe. La loi DALO, j'en ai discuté avec le SIAO. La loi DALO fonctionne. Ils se regroupent, ils travaillent en effet pour l'accès au logement. Ils travaillent, mais est-ce que ça fonctionne ? Ça fonctionne. Je peux même vous rassurer. En Guadeloupe, ça fonctionne beaucoup mieux qu'en métropole sur l'accès au logement. En même temps, ça vient il y a des choses qui ont été mises en place très récemment. Donc c'est pas encore. Tout à fait. Et puis préciser que le SIAO de la Guadeloupe, c'est 450 000 € qui sont financés 100% par l'État. Donc c'est aussi l'État est présent au quotidien dans les structures qui accompagnent les personnes quand il en a le plus besoin. Bien évidemment, on peut faire mieux et on doit toujours faire mieux. Donc, on sera toujours aussi présent pour encore adapter et proposer encore plus. Alors, vous êtes également secrétaire d'État à la santé auprès d'Agnès Buzyn. On va parler santé maintenant. Il nous reste quelques minutes seulement, mais donc sur un angle vraiment particulier. Depuis février 2019, février dernier, là, un collectif Zéro Chlordécone, objectif zéro poison, a lancé une pétition pour demander la gratuité des tests chlordécone, des tests qui coûtent. Alors, d'ailleurs, vous savez combien ils coûtent en Guadeloupe ou en Martinique ? Je crois que c'est 150 €. Oui, c'est ça, en Guadeloupe.
près de 150, on va arrondir, et c'est moitié moins cher en Martinique. Pourquoi et puis est-ce que l'État peut assurer la gratuité de ces tests? C'est pas une question d'assurer la gratuité, c'est une question. C'est ce que demande la pétition. C'est ce que demande la pétition. Ce que moi je peux vous dire, le retour ministère, c'est que ces tests-là, il va dépendre aussi. Il va pas adapter, il va pas, excusez-moi. Il va prouver qu'il y a de la chlordécone, mais il ne prouve pas depuis quand et est-ce qu'il y a une pathologie qui va se déclencher derrière. Il suffit que vous ayez mangé un produit quelques jours avant qui a eu de la chlordécone dedans et vous aurez de la chlordécone, c'est pas pour autant que vous allez avoir le cancer, etc. Pour autant qu'il faut pas savoir qu'on en a ou pas. Tout à fait. Par contre, le président s'est engagé et c'est la feuille de route qui est en cours entre le plan 3 et le plan 4 de chlordécone. C'est en effet tendre vers zéro chlordécone dans l'alimentation. C'est aussi continuer à travailler sur la recherche et avoir une cartographie réelle de tous les sols contaminés. Et c'est aussi permettre la recherche et continuer ce travail-là et de prévention. Et dans ce cadre-là, nous travaillons sur cette feuille de route qui sera mise en œuvre. C'est la demande concrète du président de la République qui est appliquée. Et nous travaillons bien évidemment avec l'ensemble des acteurs de l'ensemble des Outre-mer par rapport à ce sujet. Très bien, donc pour les près de 19 000 personnes qui ont signé cette pétition pour demander la gratuité, on leur dit non pour l'instant? Pour l'instant, on n'a pas de réponse à la rapporter parce qu'on n'a pas scientifiquement prouvé que le taux permettait en effet de déclencher un processus. Nous, par contre, nous travaillons sur la prévention qui est importante et le suivi médical pour les personnes qui ont un taux très important et qui en effet peuvent avoir des risques forts. Juste quelques secondes pour terminer. Vous avez une idée de ce que le président va dire à partir de 14h, heure de Guadeloupe, pour les annonces? Aucune idée. Je pense qu'il va y avoir des réponses très intéressantes et des propositions puissantes, bien évidemment. Merci Christelle Dubos, secrétaire d'État à la Santé et aux Solidarités. Merci d'être passée nous voir en studio. Et puis merci bien. Merci. Bonne journée à vous. Bonne suite de visites. Et autre visite ministérielle, celle d'Annick Girardin, la ministre de l'Outre-mer qui a débuté son déplacement en Guadeloupe. Annick Girardin qui s'est rendue au lycée de Bainbridge aux Abîmes. Vous serez vous-même cet après-midi, Christelle Dubos, pour le plan pauvreté. Mais si ce matin, Annick Girardin était au lycée de Bainbridge, c'était pour le chantier des nouveaux bâtiments pour un coût de 170 millions d'euros. Un coût partagé entre l'État, les fonds européens et les collectivités majeures de Guadeloupe. L'occasion d'évoquer le renforcement parasismique du site dans le cadre du plan séisme Antilles. Le futur lycée qui répond à la trajectoire 5.0, chère à la ministre de l'Outre-mer, Annick Girardin, au micro de David Camachi. Venir ici, dans ce lieu de construction, dans cet espace qui est créé pour cette jeunesse guadeloupéenne, pour lui donner encore plus de chances de réussite, avec en ligne de mire la trajectoire 5.0 que j'ai effectivement annoncée, où on parle dans ces volontés, dans cette trajectoire de zéro vulnérabilité, effectivement au risque naturel. On voit bien que ça a un sens ici. Quand on parle également de zéro carbone, on voit bien, ou de zéro déchet, ou de zéro exclusion, on voit bien ici qu'on est sur de la qualité, de la haute qualité environnementale. On est au rendez-vous sur l'aération, sur le solaire, sur les réserves en eau. On voit bien aussi que la question de la zéro vulnérabilité, c'est une autre des préoccupations, et liée à la jeunesse d'ailleurs, de ce gouvernement, c'est-à-dire l'emploi. Eh bien, il y a aussi ici une volonté de faire en sorte